La parole à Bruce maintenant, qui, comme tous nos invités ce soir, a connu des moments difficiles de sa vie. Oui. C'était il y a 4 ans, 5 ans? Il y a 5 ans environ. Moi, ce qui m'étonne à travers tous ces discours, c'est que j'ai appris très tôt que la fonction fait l'homme. Et donc, dès que les hommes perdent leur fonction et leurs statuts sociaux, il y a une espèce de désarroi extraordinaire. On parlait de la façon dont la société... Oui, dont les chefs d'entreprise réagissent par rapport à leur fonction sociale. Donc, en fait, je me demande si c'est l'homme qui parle ou la fonction sociale, en l'occurrence. D'accord. Bruce, on va refaire un morceau de cette route avec vous, un petit morceau, parce que ça a duré 4 ans et que nous, on vous a suivi pendant seulement 2 jours. 4 ans d'errance. 4 ans d'errance. Vous avez refait avec nos reporters le parcours qui vous a mené de votre ancienne vie luxueuse, on peut dire luxueuse, on va le voir. On peut le dire, oui. À votre nouvelle vie, un parcours personnel, je crois difficile à comprendre pour tous ceux qui nous regardent, nous y compris, mais passionnant à découvrir. C'est un reportage de Gilles Couder et de François Lemarié. Allez voir si. Ah ouais, ça y est. Comment allez-vous? Excusez-moi, je vous avais pas remis le baron du château. Ça y est, ça y est. Ça va? Qu'est-ce que vous faites par ici? Ça va, je suis revenu faire un pèlerinage. Ah bon, bah c'est bien ça. Voilà, et vous, ça va? Oui, ça va très bien. Robert n'a jamais été baron, mais dans la région, il était considéré tout comme. Auparavant, il a vécu dans cette propriété. Derrière ce mur, 3 hectares de terrain, une superbe maison, une écurie, des chevaux. Le tout à une trentaine de kilomètres de Paris. Le 4 novembre 1994, il va pourtant opérer un tournant radical, ce qu'on appelle un changement de vie. J'ai décidé en quelques minutes de tout quitter parce que bon, je crois que c'était probablement nécessaire. Je suppose qu'il y avait une saturation, quelque chose qui n'allait plus. Vous vous rendez compte de ce que vous perdiez là? Oui, je le sais, oui. Mais bon, je n'avais pas eu conscience de ce côté économique. Je n'ai jamais été vraiment un homme d'argent à ce niveau-là. Ça fait 5 ans que j'ai quitté ce domaine. Et puis, ma foi, c'est la première fois que je reviens. C'est un moment d'émotion quand même. J'ai la voix qui devient un peu rauque. Et je suis allé jusqu'à la gare de Chantilly à pied, qui est à 4 km à peu près. Et à la gare, j'ai pris le train, tout simplement, mais sans payer le ticket. Vous êtes parti, vous aviez combien sur vous, d'argent? 50 centimes. Ce qui n'est même pas suffisant pour acheter un café. Le premier soir, donc, de mon errance, en quelque sorte, je suis entré dans ce bâtiment, qui est le bâtiment administratif de Gare Nord, et je me suis installé dans le 3e ou 4e étage, je ne sais plus au juste, dans les toilettes pour y dormir. Première nuit en dehors de chez vous? Voilà, tout à fait. Non, c'est fermé. C'est fermé? Oui. Alors c'était quoi ici? Alors là, c'est un foyer d'urgence. C'est là où je suis venu donc le 2e soir après ma première nuit à Gare Nord. Et je me suis assis là, en attendant l'ouverture qui est à 22h. Là, c'était votre premier contact avec des gens de la rue? La première difficulté a été de trouver le contact, de faire la connexion entre eux et moi, puisque je n'avais pas encore les signes, les symboles sociaux de la personne en grande précarité. J'étais encore habillé comme un bourgeois. Vous avez eu envie de retourner là-bas, vous expliquer auprès de votre femme? Non, j'ai pensé qu'il fallait aller droit devant, continuer ma route, mais en allant droit devant et ne pas regarder en arrière et surtout ne pas trop y penser, de peur justement de craquer et de demander, je dirais presque, l'acquiescement ou le pardon pour ce que j'avais fait à mon ex-famille. Et ça, je n'en avais pas envie. Pendant les 3 semaines que Robert va passer dans ce centre, il décide de changer son identité et se fait appeler Bruce. Dans cet immeuble parisien, le journal La Rue était mis à la disposition des SDF, ce qui va lui permettre de retrouver un travail. C'était un problème de survie pour moi. Il fallait que je puisse me nourrir et comme je n'avais absolument pas l'intention de faire la mendicité, il est clair qu'il fallait que je trouve un statut social, même très petit, ne serait-ce qu'un statut social de vendeur colporteur de presse. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs au début. J'ai eu énormément de mal pour vendre ces journaux. J'aurais souhaité être invisible, tellement j'avais honte de vendre des journaux sociaux dans la rue. Mais ma foi, au bout de 8 jours, et de nécessité faisant loi, j'ai quand même réussi à en vendre. Et je ne l'ai fait pendant 2 ans. Ça va? Ça va? Oui.
Voilà, ben, ce sont mes amis. Donc c'est combien de temps que vous le connaissez à peu près C'est 4 ans. 4 ans, oui. Ouais. Vous l'avez vu arriver, lui? Oui. Vous l'avez vu arriver dans la rue, non? Hein? Vous l'avez vu arriver dans la rue? Ouais. Bien sûr. Comment s'est passée la rencontre avec... Ils vendaient les journaux, moi avec, et puis on s'est rencontrés comme ça, en vendant les journaux. Hein. On se rencontrait dans le métro, on se rencontrait rue Le Pic, on se rencontrait un peu partout. Hein. C'était pas formel, c'était toujours un peu informel, mais c'était très très fort, souvent, oui, oui. C'est Giovanni, hein, ton prénom, je crois, Giovanni, c'est ouais. ça? Toi, j'ai une bonne mémoire, ça fait plus Et ça, d'un c'est an que je comment l'ai pas vu. Je me rappelle plus, excusez-moi. C'est pas grave, c'est Bruce. Voilà, Oui, Bruce. Vous parliez pas avec, Giovanni. avec Giovanni, avec les gens que vous rencontriez de votre vie d'avant? Non. D'accord. Non, c'était un mec très seul. Très seul, très seul. Ouais, très... c'est vrai, t'étais Oui. seul, hein. T'étais là, ce jour-là, à cette époque-là, attends. Je t'ai connu quand on a fait la manif à Breteuil, on avait un squat à Breteuil, on était voir Simone Veil. Ah non, je l'ai vu, moi je l'ai vu. On a fait une... Il y avait les infirmières. Ah non, non, j'y étais pas, Giovanni. Il y a 5-6 ans, non. J'étais même à Mayence, en Allemagne, au siège d'une grosse société. J'ignorais même qu'il y avait un sitting à Paris. Durant ces années d'errance, Bruce affirme n'avoir jamais souffert de la faim. Logé dans différents établissements sociaux, il a su créer à l'extérieur des relations amicales. À l'exemple de Daniel, ce garçon de café qui, depuis 4 ans, ne lui fait pas payer son café du matin. Il était sympathique et puis il était assez embêté financièrement et tout, puis ça ne coûte rien d'offrir un café, je veux dire. C'est le geste et puis ça fait plaisir. Ça te faisait chaud à l'époque? Comment tu te ressentais? Ah oui, moi ça m'a fait très très chaud. Parce que c'était une histoire sans parole, il ne m'a jamais posé la question, il m'a apporté une tasse sans me demander, donc je ne l'ai jamais sollicité. Et il l'a fait spontanément, et pratiquement tous les matins. On vous trouvez maintenant? Comment? Bien. Bien. Beaucoup mieux, ouais. Puis il est bien dans sa tête maintenant. Beaucoup mieux dans sa tête. Aujourd'hui, c'est vrai, Bruce est mieux dans sa tête. Pourtant, il y a 1 an, épuisé, il se sentait arrivé au bout du voyage. Le docteur, ça a été un peu votre sauveur, là? Ah oui, on peut le dire, hein, parce que c'est lui qui m'a rencontré au moment où j'étais le plus mal, je pense, et qui a fait ce qu'il fallait pour que je sois hospitalisé rapidement. Bonjour docteur, vous allez bien? Là, je savais que j'étais arrivé en fin de parcours d'une façon comme d'une autre. Physiquement, moralement? Oui, les deux, oui. Je crois, oui. Les deux physiquement, c'est certain. Quoi. Oui. Mais il était comment physiquement? Physiquement, il était maigre, maigre, sans désir de vivre, quoi. Mais j'étais plus attiré, à la limite, si je puis m'exprimer ainsi encore, par l'aspect moral, par cette détresse morale qu'il représentait. Le physique, on s'en dépatouille toujours, c'est pas un problème. Le moral, c'est une autre affaire, parce qu'il y a tout un passif, il y a tellement de choses à... Mais je crois que 50 rues, ça correspond à 15 ans peut-être de vie ordinaire. C'est peut-être ça. C'était un départ pour voir ou un départ sans retour? Sans retour. C'était une nouvelle voie que je cherchais. Vous le saviez en partant? Oui. Avant le reportage, vous avez dit j'ai d'abord choisi les hautes sphères en me disant que c'était là qu'on était le mieux. Et finalement, vous avez été chercher tout à fait l'opposé, quoi. Ah, mais tout à fait, oui. Ouais. Mais je crois que ce n'est pas antinomique. Non. C'était l'extrême richesse, l'extrême pauvreté. C'est ça, il n'y a pas de milieu chez vous. Et la vérité est peut-être au milieu, justement. Pourquoi pas? Vous avez vécu 4 ans dans la rue, oui, vraiment, donc dans un état de précarité terrible. Extrême. Oui. Quelles étaient les pensées qui occupaient votre esprit pendant ce temps-là? La survie. Ah oui, la survie quotidienne, oui. Et d'écrire surtout. Ouais. Vous avez l'impression de rattraper le temps perdu? Je l'ai rattrapé, à ma façon. Merci. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Je demandais à M. Giovanni de venir nous rejoindre pour la conclusion, s'il vous plaît. M. Giovanni, sous les applaudissements nourris du public, et il les mérite. Bonsoir, vous avez passé à la main. José, écrivain, scénariste, cinéaste, qui a connu également la prison, condamné à mort, gracié, réhabilité. Chaque fois que je vous reçois, c'est pas la première fois, je répète tout ça, mais bon, ça fait partie de votre vie. Oui, c'est ça. Non, je voudrais profiter de dire à Marie-Paul Bell que son comeback est quand même normal par rapport au talent qu'elle a et le fait qu'elle ressemble à personne. Merci. Je pourrais dire à Jean-Pierre François. Jean-Pierre François qui n'a pas essayé
de comparer le sport avec le showbiz, ce qu'il aurait dû faire. Parce que si dans le sport, tu viens sur un terrain de foot et que tu n'as pas suffisamment de bagages, tu marqueras pas de but. Et si tu viens et que tu marques 2 buts par hasard et qu'on fait de toi une vedette, ça s'arrêtera là quand même. Comme Patrick Devers dans Coup de tête. Je veux dire, il n'y a pas assez dans le showbiz, il y a une incubation au départ, il est préférable de ramer au départ, d'essuyer les échecs au départ et de laisser ce métier rentrer en toi que de subir, que d'avoir la chance de partir comme un météore parce que c'est très rare que ça continue. Donc il n'y a eu personne pour le conseiller et lui expliquer pourquoi ça s'était passé comme ça. Et mon conseil aujourd'hui, c'est quand même de ne plus y penser à mon avis, parce que ça ne reviendra pas, si tu veux mon avis. Parce qu'il y a trop de choses nouvelles qui submergent, qui submergent tout. Aujourd'hui, c'est la rapidité, la vitesse du showbiz est effrayant et il n'y a aucune raison, sauf si tu avais, je ne sais pas, vraiment marqué le truc, à ce moment-là, tu serais toujours dedans. Il n'y a aucune raison pour que ça revienne, donc il faut mieux faire table rase. Alors, ce qui m'a assez frappé... Surtout que ça va plutôt bien maintenant, quoi. Oui, voilà, enfin, Jean-Pierre, c'est ça conseil et... Voilà, pour réussir... Vous en faites ce que vous voulez du conseil. Là, c'est tout à fait la conclusion. Pour réussir là où il est, il faut qu'il oublie ça. Voilà. Parce que sinon, il va traîner ça avec lui, il ne fera ni l'un ni l'autre. Maintenant, ce qui m'a assez frappé, ce que vous avez dit, c'est que vous et Bruce ont approché vraiment cette misère des rues. Et alors, je m'étonne que personne ne pense à la campagne. Parce que la misère à la campagne n'est pas la même que la misère en ville. Parce qu'à la campagne, vous mangerez toujours, et il vaut mieux coucher dans une grange abandonnée que de coucher sur une plaque d'égout dans Paris. Alors, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils traînent dans des gares quand il y a la misère comme ça? Le mieux, c'est quand même la route et la campagne, à mon avis. Oui, mais Paris offrait des structures d'accueil extraordinaires. Oui, sur le plan médical, sur le plan administratif, sur le plan économique. Quand que vous on ne est trouvez au pas fond, à la campagne. Quand on est au fond, il y a sans doute plus de solidarité, non organisée à la campagne que dans les villes. Non organisée, je veux dire. La vie est moins inhumaine. Je veux dire, à la campagne, moi je suis toujours tout ça en plein air, à la campagne, vraiment, on passera moins indifféremment sur quelqu'un qui est par terre. Quelqu'un qui est par terre à la campagne dans un fossé, on va s'arrêter. Dans Paris, on ne s'arrête pas. Il est là dans ses cartons, puis on passe. Il y a une humanité dans la campagne. C'est très grande. Et alors, sur le plan romanesque, j'ai trouvé qu'un polytechnicien qui a construit la Villette et qui essaie de reconstruire un peu la pénitentiaire parce qu'il pense que ça va mal, parce qu'il y a passé gens, je pense que c'est assez romanesque. Il y a un peu de ça dans le symbole. Il y a eu de ça, mais oui, c'est passé. Mais... Oui, mais c'est assez c'est intéressant pour un scénariste, la situation, je trouve. Et aussi la situation du juge avec Marie-Madeleine. C'est une situation très spéciale, je pense, très touchante. Maintenant, le showbiz et le spectacle, c'est des choses très dures. Il faut savoir que cette grande famille du spectacle n'existe pas. Brando ne travaillait plus, Orson Welles ne trouvait plus de producteurs, Gabin a traversé le désert, c'est le spectacle. Est-ce qu'il y a une constante, José, dans tous les récits de nos invités? Est-ce qu'il y a quelques idées un peu générales qu'on pourrait faire ressortir? Il y en a qui sont plus ou moins touchants, je dois dire. Non, si on veut, évidemment, elle ramasse les gens dans la rue, dans la gare, le pharmacien, il est sympa, mais il a une maison, et puis après, il a un boulot dans une autre pharmacie. C'est pas bouleversant, voilà ce qu'on peut dire dans ce qu'on appelle la chute sociale. C'est pas bouleversant. Mais tout de même, à propos de la campagne, moi oui. j'ai habité en partie la campagne et dans la ville proche de l'endroit, de la maison où j'étais, il y avait quelques clochards. Je ne dis pas des SDF, c'était des clochards parce ils avaient un costume, ils avaient une sorte de maquillage, ils étaient complètement starisés. Mais vous faisiez 10 km dans ces propriétés qui sont entourées de grands jardins, eh bien, je vous assure que le soir, les alarmes sont mises, les chiens sont dans les jardins, et quelqu'un qui passe, on ne confondait pas la campagne avec des super propriétés, avec des caméras. Mais enfin, c'est bien que les épreuves, on sait très bien que les épreuves changent les gens, quoi. Je veux dire, c'est élémentaire. Maintenant, il y a des épreuves plus ou moins hautes, quoique l'épreuve, c'est pour chacun. Même 10 jours de prison, ça peut être dramatique. C'est pas la peine d'en faire 10 ans. C'est ça, ce que j'ai dit, 3 semaines, c'est long et c'est court, quoi. C'est court et c'est long. Oui, et puis ça dépend d'où on vient aussi. Qu'est-ce que c'est que cette chute? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a laissé? Et les raisons aussi. Parce que si vraiment c'est des raisons profondes, des vraies raisons, bah vous vous dites... Parce que tant qu'on n'a pas trouvé les vraies raisons, qu'on n'est pas d'accord sur les vraies raisons de la chute, on ne peut pas se relever. C'est ça. On peut se relever que quand on se dit, bon, bah c'est pour ça, et puis c'est bien fait pour moi,
Voilà, j'ai pas fait. J'ai identifié le problème, j'en fais le deuil et je peux repartir. Alors, mais tant qu'on dit que c'est la faute de la société, que c'est parce que votre mère fait la pute, parce que votre père est au chômage depuis 20 ans, alors on ne se relève pas avec ça. Il faut s'en prendre à soi-même pour se relever. C'est la seule façon de se relever. Le drogué qui veut se désintoxiquer, c'est pas ses parents qui doivent le prendre par la main pour l'amener dans un centre, il doit y aller tout seul. Et tant qu'il n'y va pas tout seul, il ne s'en sort pas. Voilà. Et j'ai répété tout à l'heure que l'homme était un capital vivant et que finalement c'était l'espoir qu'il maintenait, quoi. L'espoir, moi je me suis retrouvé aux Chênes dans une cellule. Quand j'ai quitté la cellule des Chênes, j'avais, je me souviens, une aiguille. Et pour celui qui allait me remplacer, j'ai gravé sur le mur « Ici, j'ai espéré ».